Bonsoir Rosine. Bonsoir, merci. Alors pour commencer, est-ce que tu pourrais nous en dire un peu plus sur la genèse de ce premier long métrage de fiction et qui est aussi un retour au Cameroun pour toi après plusieurs documentaires tournés en Belgique? Comme je l'ai dit, c'était un retour à mon premier désir de cinéma. Donc j'ai eu envie de faire du cinéma en regardant toutes ces personnes qui m'inspiraient beaucoup par leurs énergies, par leur manière d'être, de vivre. Et c'est ce que j'avais envie de raconter. Je me rappelle quand j'ai écrit, quand j'ai fait Les deux visages d'une femme Bamileke, en tout cas les retours en Europe de vouloir montrer, filmer ma famille, me donnait l'impression que c'était pas des gens capables de se raconter ou des gens qui pouvaient incarner des personnages cinématographiques. Donc retourner au Cameroun, c'est retourner à ce premier désir de cinéma-là et à la fiction qui était aussi le genre qui m'a donné envie de faire du cinéma. Et justement, vous avez réalisé plusieurs documentaires avant, et là c'est une fiction. Est-ce que pour vous, fiction et documentaire sont des concepts très... est-ce que c'est différent de faire de la fiction ou est-ce que vous vous en affranchissez, c'est juste des concepts Comme je disais, je sais pas si je l'ai dit ici, bon, j'ai tellement parlé aujourd'hui que je sais plus. Mais je dis dans ma langue natale, le mot documentaire, fiction, ça n'existe pas. C'est raconter des histoires. Et moi, je raconte des histoires et j'ai pas envie de m'enfermer dans un genre. J'ai juste envie de découvrir ce que le cinéma détient. Les gens va me conduire à faire comme genre du documentaire, j'en sais rien parce que je suis à l'écoute de ce que les gens souhaitent faire avec leur histoire. Et du coup, Mambar Pierrette s'est inspiré de votre cousine qui joue son propre rôle en quelque sorte, qui s'appelle également Pierrette dans la vraie vie. Qu'est-ce qui vous a inspiré en elle? Son énergie qu'elle communiquait, qu'elle me communiquait, qu'elle communiquait autour d'elle, son énergie transformatrice, son énergie combative, son énergie inventive, son énergie créative, parce qu'elle est couturière et elle donne la joie, elle console les gens par ses créations, et son énergie généreuse, de comment elle est à l'écoute de toutes ces femmes qui viennent coudre des vêtements et se coudre aussi quelque part. Oui. Et, quels enjeux cela pose de filmer quelqu'un de si proche et de fictionnaliser sa vie en termes à la fois cinématographiques, dans l'approche cinématographique, mais aussi peut-être éthique du cinéma? En tout cas, pour Mambar Pierrette, ça m'a permis de densifier son histoire. C'est ce que je dirais que la fiction m'a permis de faire, c'est de pouvoir résumer un peu ces années de combat en quelques heures, ce qu'elle a pu vivre ces dernières années en 1h30. Et oui, c'est une possibilité de densifier l'histoire et en même temps montrer ce qui est invisible dans le quotidien de Pierrette, en tout cas que elle ne voit pas, comme moi je vois tout cet aspect politique, ce néocolonialisme encore existant qui assigne un peu, pas un peu, qui assigne ces populations à des conditions de vie précaires et les gens doivent partir de là pour commencer à se battre.
tout simplement, ouais. Et pour moi, la fiction me permet d'aller plus loin que la réalité de Pierrette, d'aller relever des choses qui sont au-delà de sa réalité, mais qui ne sont pas absolument vues par elle. Ouais. Justement, en parlant de néocolonialisme, le film se termine sur ce mannequin qui effraie tout le monde devant sa boutique. Pourquoi avoir choisi justement, est-ce que c'est une allégorie déjà peut-être du néocolonialisme ou de formes de domination, et pourquoi avoir choisi d'en faire un personnage presque du film? Parce que il existe, il est encore présent sous d'autres formes. Et pour moi, je voulais montrer ces formes qui ne sont pas les formes qu'on pense, en tout cas, souvent voir. Et c'est caché, c'est restes. Et ils sont vicieux, ces restes, parce que il faut aller les chercher, il faut aller les déconstruire pour vraiment les voir. Et pour moi, le cinéma, c'est aussi ça, parce que j'ai grandi là, parce que c'est mon histoire, et parce que le cinéma, pour moi, sert aussi à ça, à déconstruire pour trouver ma propre pensée, à déconstruire pour trouver mon propre regard et mon propre rapport aux autres et au monde. Et comme vous le disiez, le film se déroule beaucoup dans son atelier, qui est et on voit beaucoup de personnes, notamment de femmes, mais aussi quelques hommes qui viennent parler, échanger et presque oui, se consoler auprès de Pierrette. Qu'est-ce que cet atelier représente pour vous et pourquoi avez-vous choisi de filmer une grande partie du film justement dans son atelier? Parce que moi, pour moi, ces lieux, j'ai envie de les célébrer parce que je suis un peu le fruit de ces lieux-là. C'est dans ces lieux que les vies se transforment. C'est dans ces lieux que les gens grandissent. Et c'est des lieux qu'on banalise souvent parce on n'y trouve pas un intérêt visible ou palpable. Mais ma vie et ce que je suis devenue aujourd'hui, c'est jouer dans ces lieux-là. Et aujourd'hui, en tant que cinéaste, je veux y retourner pour célébrer ces lieux, pour juste montrer que dans ces lieux, dans ces quartiers populaires, les gens pensent, les gens sont intelligents. Et comme Delphine disait, c'est pas une intelligence des bouquins, qu'on lit dans les livres, c'est une intelligence humaine qu'on a tous et qu'on a tendance à oublier. Et pour moi, c'est célébrer toutes ces personnes qui sont des personnes très très intelligentes et qui ont une pensée puissante et qui méritent d'être confrontées dans des lieux d'intelligence comme la France, comme le Forum des images, et ramener ces pensées-là aussi, pour moi, c'est dire que ces pensées se valent, tout simplement. Vous parliez de... Vous parliez de Delphine. Donc Delphine, c'est une femme que vous avez filmée également dans un documentaire qui va sortir également demain, Les prières de Delphine. Et justement, il y a une continuité dans votre œuvre entre ces documentaires, ces portraits de femmes documentaires, et là, par exemple, cette fiction. Ce sont des portraits de femmes. Et il y a toujours quand vous parliez de regard, il y a toujours un travail de mise en scène particulier, singulier sur chaque film. Dans Les prières de Delphine, par exemple, on est toujours au plus près d'elle. Les plans sont très serrés. On la quitte jamais des yeux, en fait. Là, par exemple, on est toujours avec Pierrette, on est au plus près d'elle. Mais le champ s'ouvre un peu. On voit son environnement immédiat. On voit, même à la fin, le quartier où elle habite. On voit tout. On aperçoit la rue, le champ, au plus loin, quoi, derrière elle. Est-ce que vous pourriez nous en dire un peu plus sur ce travail de mise en scène et ces choix-là? Le choix de filmer les espaces, c'est comment je me sens avec ces personnages dans ces différents lieux. En tout cas, en Europe, quand je filme Delphine
et Sabine dans ces salons, c'est parce qu'elles sont réduites à ces espaces-là. Elles sont elles dans ces espaces-là. Moi, je suis moi chez moi. Quand je sors hors de chez moi, je suis une noire. Je suis une noire qui peut être arrêtée à tout moment et être réduite à une noire. Je ne suis pas libre. Et quand je filme au Cameroun, je veux qu'on ressente cette liberté. Je filme les espaces avec liberté parce que les gens là-bas sont eux. Alors qu'ici, je ne suis pas complètement moi. Il y a quelque chose qui me rappelle toujours que je suis noire. Et parce que je suis noire, je suis pas comme les autres. Et je suis pas traitée comme les autres. Et pour moi, ces choix d'enfermement des espaces, c'est des choix où on peut révéler notre liberté. Dans le salon de coiffure avec Chez Jolie Coiffure, je me suis sentie libre, et Sabine aussi. C'est le seul endroit où elle pouvait être elle et qu'elle pouvait dire ce qu'elle pensait. En dehors du salon, elle était en représentation de l'Africaine qu'on veut qu'elle soit. Elle était en représentation, pareil pour Delphine. Quand je filme ma mère, je filme la liberté d'une femme qui se sent elle et chez elle. Et je veux montrer ces contrastes-là dans la manière dont je filme l'espace et les gens dans ces espaces-là. Justement, pour revenir un peu sur tous ces portraits de femmes, on voit beaucoup de sororité, même là dans le film, dans Mambar Pirette. L'atelier, c'est aussi une forme de lieu de sororité et de solidarité au milieu de la précarité. Comment justement vous essayez d'aborder ces thèmes quand vous êtes dans le processus de création? Comment vous écrivez justement pour évoquer tous ces thèmes-là, le système de tontine par exemple qui est montré à l'image, qu'on connaît pas forcément en Europe. Qu'est-ce que vous voulez justement montrer, porter à l'écran à travers ces sujets-là ou ces thèmes-là ou ces portraits? Pour moi, je veux ramener l'être humain au centre de ma création, ce qui n'est pas toujours le cas. C'est qu'il y a souvent l'esthétique qui prend le dessus sur la narration, sur les gens, et pour moi, c'est ramener cette force interne qu'on a en chacun de nous et de montrer juste que cette force peut encore changer des choses si on lui donne la place d'être et de s'exprimer. Et on ne donne plus la place aux témoignages personnels, aux expériences. On donne la place aux experts qui n'ont généralement pas l'expérience de ce qu'ils prétendent connaître. On valorise l'expertise à l'expérience. Et pour moi, c'est mettre l'humain et son expérience, c'est banaliser tout ça. Et pour moi, quand je filme Delphine, je veux juste dire que cette parole-là est importante et je veux graver euh, ces visages de femmes dans ces imaginaires aussi, ces imaginaires. Et pour moi, c'est important de, de rappeler ça et de construire ça. Pour revenir aussi un peu sur votre œuvre et aussi votre vie, vous avez grandi à Yaoundé, donc la capitale, et puis vous êtes parti ensuite étudier le cinéma en Belgique, et vous avez réalisé beaucoup de documentaires de Camerounaises installées en Belgique. Qu'est-ce que comment cela a affecté peut-être votre rapport au monde, au Cameroun, et votre regard de cinéaste aussi d'étudier en Belgique? Partir du Cameroun m'a permis de me confronter à une autre réalité, à une autre forme de pensée, et j'en avais besoin. J'en avais besoin pour mieux voir ma culture et pour mieux me voir, tout simplement. J'en avais besoin et je pense qu'on a tous besoin de confrontation. Une société qui ne se confronte pas est une société qui se meurt, parce que c'est dans cette confrontation-là qu'on grandit, qu'on se nourrit et qu'on se transforme. Et moi, j'avais besoin de ça, partir du Cameroun et venir étudier un cinéma occidental m'a permis de trouver
en tout cas de questionner comment j'avais envie de faire ce cinéma-là. Parce qu'avant, au Cameroun, j'étais dans la reproduction de ce que je voyais. J'étais là dans la reproduction de ce que je voyais dans des films occidentaux. Et j'avais pas la distance de me questionner, de me dire quel type de cinéma je veux faire. Et cette confrontation-là m'a nourrie. Et si je continue à rester en Europe, c'est parce que j'ai besoin de cette confrontation-là pour mieux voir ma culture, pour mieux me nourrir de ma culture et pour mieux voir euh, ce que j'ai envie de questionner, transformer, faire évoluer. Et oui, j'ai besoin de ça. Justement, qu'est-ce qui a évolué depuis vos premiers pas dans le cinéma, dans votre recherche de ce regard singulier qu'est-ce qui a évolué je ne sais pas, sur votre approche cinématographique et peut-être aussi... Beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Déjà, j'ai trouvé ma place où je devais raconter mes histoires. Et ça, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ne savent pas d'où ils doivent raconter des histoires. Moi, je vois certains occidentaux et européens, quand ils vont filmer, comment ils ne sont pas à leur place. Ils veulent filmer comme s'ils étaient Camerounais, parler du Cameroun, comme s'ils... Mais non. Et du coup, ça crée une ambiguïté dans ce qu'ils racontent dans leur discours. Et du coup, ils parlent à la place d'eux parce que c'est pas leur place. Et c'est difficile cinématographiquement de trouver cette place. Et il est important de trouver sa place avant de parler. D'où on parle. Parce que quand cette place n'est pas trouvée, on prend du pouvoir. On parle à la place d'eux. Et ce rapport-là écrase et parfois stéréotype aussi. Parce qu'on ne voit pas les autres du bon point de vue. Et pour moi, j'ai trouvé ma place. Je sais d'où je dois parler et d'où je dois créer un rapport avec l'autre et avec le monde. Et pour moi, c'était très important de trouver ça. Et oui, par rapport à quand j'arrivais en Belgique, ça a changé. Ouais. Et, par rapport justement aux femmes que vous filmez, comment faire pour ne pas parler à la place d'eux, justement, de ces femmes? Et aussi, souvent, c'est des femmes avec des vies parfois difficiles ou des épreuves, en tout cas. Comment, en tant que cinéaste, trouver le regard juste et la bonne distance pour aussi faire advenir la parole, parfois un peu traumatique? Le cinéma est un rapport de pouvoir. Et ce rapport est inhérent à l'acte filmique. Et pour moi, tout se passe là. C'est que ce pouvoir-là, on ne peut pas l'ignorer, mais on peut l'utiliser autrement. Et pendant longtemps, on ne l'a pas questionné, ce pouvoir. On s'est dit, raconter des histoires, c'est raconter des histoires. Ça va d'une très très bonne intention, de rendre visible l'invisible et parler des causes que le monde ne connaît pas. Ça part d'une très très bonne intention, mais sauf que quand justement on n'a pas conscience de ce pouvoir-là, on l'exerce et on utilise parfois des gens pour se raconter, pour fabriquer son film. Et ça, c'est appris dans les écoles de cinéma. On demande aux réalisateurs d'aller chercher des sujets. Aller chercher des sujets, c'est aller chercher des outils, des objets qui vont nous aider à raconter des histoires. Mais on ne nous demande jamais, mais qu'est-ce qui nous questionne? D'aller chercher des questions en nous. Ça change le rapport de pouvoir. Parce que quand ça commence par nous, le rapport est inversé. On a l'humilité de reconnaître que déjà nous, on se met en mouvement dans ce processus de film. On est concerné. C'est pas juste des gens qu'on filme à une certaine distance. Et pour moi, j'ai été consciente de ce rapport de pouvoir-là quand j'étais dans cette école de cinéma, et j'ai vu comment ce rapport de pouvoir a enfermé des communautés comme moi, des Noirs, des Africains,
dans le cinéma, comment ce rapport de pouvoir-là a stéréotypé mon identité, l'identité de mon histoire. Et pour moi, il était important de savoir comment j'allais l'utiliser et comment j'allais mettre en mouvement ce rapport. Et généralement, je le partage dans mes films. Je trouve le moyen de le partager parce que les gens, pour moi, c'est d'abord eux et leur histoire, ils la connaissent mieux que moi. Et c'est avec eux que je vais trouver la porte de leur histoire. Et moi, c'est ça, en fait. C'est comme ça que j'arrive, je pense, à avoir accès à toutes ces histoires de femmes, toutes ces histoires compliquées. C'est parce que ce que je fais, c'est une mise en confiance de ces personnes pour que elles sentent, elles se sentent impliquées dans le processus de fabrication de ce film. C'est pas moi toute seule, la réalisatrice, qui vient illuminer, qui vient dire, donner des directives. Non, c'est ensemble. Et là, par exemple, sur Mambar Pierrette, comment est-ce que vous avez travaillé avec votre cousine? Comment, justement, est-ce que vous avez échangé lors du scénario? Comment vous avez travaillé ensemble? Comme je disais, moi, ma famille, ce sont des gens non instruits du cinéma, donc qui ne connaissent pas comment le cinéma se fabrique, donc qui ne savent pas comment s'exerce ce rapport de pouvoir-là. Pour moi, ce qui est important, c'est souvent de trouver un langage commun, de me mettre à égalité avec ces personnes. Et avec Mambar Pierrette, c'était cette mise en confiance dans le choix de l'équipe, dans le choix des lieux de tournage, dans la réappropriation de ce que moi j'avais imaginé et écrit, même si c'était inspiré de la réalité de Pierrette. Il y avait certaines séquences qui étaient fantasmées par mon imaginaire, et je donnais la liberté à Pierrette au niveau de la narration de ramener ça au plus près de sa réalité, parce que ce qui m'importait, c'était de raconter son histoire. Les choix de lieux, c'était des lieux familiers pour elle, où elle n'était pas déstabilisée, c'était sa maison, c'était son atelier de couture, c'était son quartier. Tout ça mettait en confiance. Donc pour moi, je parlais pas de mise en scène, de direction, d'acteur, de tout ça, parce que c'est pas son langage, c'est pas mon langage non plus. Et voilà, pour moi, c'est à chaque fois ça. Je me pose juste la question de comment, à chaque fois que j'ai une personne en face de moi et que j'ai envie de filmer cette personne, je me pose juste la question, mais il faut que je trouve le moyen de communiquer, de rentrer en contact, parce que pour moi, le cinéma, c'est pas un concept où je mets des gens dans un moule et ça, je sais qu'il y a un pay in, pay out quelque part, et que l'histoire elle évolue comme ça, non. Et chaque personne a un cinéma, et moi, mon objectif en tant que réalisatrice, c'est de trouver l'accès à ce cinéma-là. Merci. Nous allons à présent passer aux questions du public, s'il y en a. Oui, bonsoir. Tout d'abord, merci pour Mambar Pierrette. Je suis né dans le quartier que vous avez filmé. Il y a de ça il y a quelques années, étant en Europe depuis près de 40 ans. La question que j'avais pour vous, c'est... je connais bien le quartier, c'est-à-dire Nebel 2. Pardon. Comment vous avez pu tourner les scènes de votre film sans qu'il y ait beaucoup de personnes autour, en fait? Je vous avoue, je sais pas. Mais c'est parce que c'est un lieu que je connais aussi. Quand je vais au Cameroun, je vais là parce que c'est aussi ma famille. Je dors parfois là. Maintenant que j'ai les enfants, moins, parce qu'il n'y a pas l'espace pour tout le monde. Mais
je vais là, je passe mes journées là, les gens me connaissent, les gens savaient, comprenaient. C'est vrai que les 3 premiers jours, il y avait l'attroupement, les gens étaient curieux de savoir ce qu'on faisait et tout. Et quand ils ont compris, ils étaient respectueux de ce qu'on faisait. Et parce qu'on pouvait les intégrer, je pouvais, quand quelqu'un passait, je disais, est-ce que ça te dérange que je te filme? Est-ce que tu peux repasser pour que... Et ça se négociait comme ça. La figuration se passait naturellement et les gens contribuaient au film et ils n'étaient pas exclus du processus du film. Et c'est ça qui faisait en sorte que à un moment, une maman pouvait venir s'asseoir et j'en avais besoin dans mon arrière-plan qu'elle soit assise. Là, j'avais pas besoin de chercher et après elle s'en allait et puis ainsi de suite. Donc c'est vrai que les premiers jours, il y avait cette curiosité de savoir ce qu'on faisait. Après, cette curiosité-là s'est transformée en participation. Les gens participaient. Oui. Il y a une question par là. Merci. Visiblement, aucune des actrices ou des acteurs, personne n'est professionnel là-dedans. À part le clown. Oui. Le clown est professionnel. Alors, comment vous avez fait pour qu'il soit si naturel? Comme je disais tout à l'heure, c'est la mise en confiance. Il y a déjà le fait qu'on se connaisse. Il y a la langue. Il y a les lieux. Il y a le fait que les gens sont contents d'être racontés dans un film. Tout ça, ça a participé à donner de la confiance. Maintenant, avec mes mamans, c'est le deuxième film que je fais avec elles. J'ai vu ça, oui. Oui. Elles ne comprennent pas toujours parce que ma tante me disait, mais d'où te viennent toutes ces idées de refaire les inondations, tout ça? Elle ne comprenait pas toujours, mais en même temps, elle était curieuse quand je lui disais, ah, tu vas juste dire ça et tout. Et elle me disait, oui. Et quand je lui disais, ah, j'aimerais que tu me racontes cette histoire que tous les ans tu me racontes sur toi, sur ta naissance et tout, j'aimerais saisir ça. Elle était hyper fière. Elle ne pensait pas que ça pouvait intéresser au point d'intégrer un film. Donc tout ça, je pense, c'est la mise en confiance. Il y a plein d'éléments culturels de la vie des gens, la langue, les lieux. Pourquoi là? Pourquoi ces lieux-là? Certains me diraient c'est misérable, c'est sale, mais 80% des Camerounais vivent comme ça. Et moi, je viens de là. C'est ma réalité. Je n'emprunte pas, je ne vais pas réinventer. Je suis née de là et je veux montrer que partir de là, on peut penser. Partir de là, on peut être intelligent et on peut faire de belles choses. Donc voilà. Bravo, bravo. Bonsoir, merci pour ces très beaux films. Je voudrais savoir, est-ce que vos films ils passent au Cameroun ou dans d'autres pays de l'Afrique? Quelle est la réaction du public? Et aussi, si après, une fois vos films finis, est-ce que vous avez les retours de personnages principaux? Est-ce que vous changez des choses par rapport à leur... s'il y a des demandes des personnages qui veulent changer ou ne plus couper une partie du film, je ne sais pas. J'ai jamais eu ça. J'ai beaucoup travaillé avec les prières de Delphine parce que c'est un film que j'ai eu du mal à montrer au public parce que c'était tellement intime que je voulais m'assurer qu'elle soit d'accord sur tout. Parce que pour moi, j'ai pris 5 à 6 ans à le monter et je le regardais comme un cadeau pour moi. Et oui,
elle a vu le film, elle a validé. Pareil pour Sabine, parce elle est toujours sans papier. Et je ne voulais pas la mettre en danger. Je ne voulais pas, parce que je fais un film, voilà, la mettre en danger. Je voulais qu'elle valide ce que j'avais raconté, ce que j'avais mis, et qu'elle était d'accord. Mais pour Mamba Pierrette, elle a lu le scénario avant, elle a lu tout avant, elle a dit oui. Donc, je ne lui ai pas montré après parce que tout était transparent sur ce que je faisais. Et si quelque chose ne lui allait pas, elle pouvait me dire là sur le tournage, ah ça je ne sens pas bien, je veux pas le faire comme ça, c'est pas comme ça que je ferais. Et ça c'était accepté. Donc il y avait une transparence dont j'ai pas senti la nécessité de lui montrer parce que j'avais pas la sensation de la trahir parce qu'on a fait ça ensemble. Et montrer les films au Cameroun, oui, pour moi, c'est d'une importance absolue, parce que c'est d'abord pour les Camerounais que je fais les films, bien que j'ai envie de montrer ces films au monde entier, mais c'est d'abord les Camerounais que je veux questionner, c'est cette réalité-là. Et pour moi, oui, par la difficulté de montrer mes films, m'a poussé à créer Caravane Cinéma en 2018 parce que j'étais triste que mes films soient vus beaucoup ailleurs dans le monde et pas assez dans mon pays, alors que c'est ce que je voulais questionner et ce pour qui je voulais faire. Je faisais ces films-là, ne les voyais pas. Et j'ai créé Caravane Cinéma et nous essayons avec nos petits moyens de montrer mes films. Pour l'instant, j'aimerais montrer d'autres films. Mais on n'a pas assez d'argent pour ça. Mais on montre mes films dans les écoles, dans les quartiers populaires. Et Mamba Pierrette a été montré en décembre. J'y étais. Et on a montré le film devant l'atelier et dans tous les lieux de tournage, à Yaoundé, en Tonga, à Douala. Et c'était magnifique. C'était, oui, un acte de transformation, comme le film l'a été. Et c'était magnifique à voir. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Ah, dans le fond. Merci beaucoup pour ce film. Et j'avais une question à vous poser par rapport à, justement, on a démarré la discussion sur le rapport colonial qu'il peut y avoir culturellement de manière implicite, en l'occurrence dans le film, comme vous l'avez évoqué, toutes les deux représentées par le mannequin, par exemple. Et en parlant de ce rapport colonial, je pensais aussi simplement au rapport de la langue, puisque dans le film, du coup, on a un jonglage permanent qui est super intéressant entre le camerounais et le français. Et on a cette conversation qui est hyper poignante entre Carmel et Pierrette, qui est du coup une conversation qui est exclusivement en français et qui est une conversation profonde et émotionnelle et touchante entre deux femmes. Et je voulais vous demander si dans votre processus d'écriture, est-ce que c'est quelque chose, forcément, je suppose que c'est pas une question d'ailleurs, est-ce que c'est quelque chose, c'est plutôt de quelle manière vous pensez quand vous écrivez la langue et le fait que le film jongle entre deux langues, aussi par rapport au fait que forcément, je pense qu'il y a peut-être la question qui se pose du fait que le français ne doit pas forcément devenir la langue de l'intellect et se dire ah, il y a une conversation intellectuelle du coup ou une conversation profonde émotionnellement, du coup elle doit être en français. Du coup, je me demandais comment ça se passe dans votre processus créatif, ce rapport aux deux langues. Voilà. Pour moi, le français tel qu'il est parlé au Cameroun, c'est quand même un français typiquement camerounais. Quand même. Et j'adore ça aussi. J'aime cette réappropriation du français. Et ça, mon mari me dit toujours que je suis un peu bipolaire au niveau de ma langue, de mes langues. Et il me dit quand je parle français,
avec lui, et quand j'ai un coup de fil avec quelqu'un du Cameroun, mon français se transforme. Et j'aime ça parce qu'il y a cette réappropriation du français, et j'adore montrer ça. Pour moi, cette réappropriation n'est plus le français colonial tel qu'il était enseigné. Et ça aussi, je veux montrer cette transformation et cette réappropriation. Et dans mon processus d'écriture, je sais qu'il y aura toujours un balancement entre ces langues, parce que ça fait partie de l'identité camerounaise aujourd'hui, ce balancement entre la langue traditionnelle et le français, le mélange de toutes ces langues, le français, l'anglais, la langue traditionnelle. J'aime ces mélanges-là. Et pour moi, je ne me fige pas dans la manière dont je veux que ces langues soient utilisées. Je ne disais pas à Pierrette, je voudrais que ce soit... Ça s'imposait parce que avec, par exemple, la maman, elle ne parle pas français. Donc, du coup, naturellement, c'était la langue traditionnelle, ou avec moi, c'est la langue traditionnelle et pas le français. Et même le prénom, moi, je ne l'appelle pas Pierrette, je l'appelle Mamba, alors que ses copines à l'extérieur l'appellent Pierrette. Et j'aimais ce balancement. C'est pourquoi le film s'appelle Mamba Pierrette, parce qu'il y a ce mélange-là, et cette confrontation et cette tension entre ce qui reste encore de pur dans cette tradition qui n'a pas été complètement abîmée par la colonisation, et qui essaye de résister face au reste de la colonisation. J'aime bien montrer cette tension entre les deux. Il y a une autre question? Bonsoir. Bonsoir. Déjà, merci pour vos films, votre art. C'était vraiment une très belle découverte. J'ai vu quelques films de la rétrospective. Et dans ce film, je trouve tous les commentaires qu'on été dit dans la séance précédente, ils sont valables dans ce film. La manière de filmer la nuit, les questions de société. J'ai trouvé ça super intéressant de questionner l'art. Et en fait, j'ai l'impression... vous m'avez rappelé pourquoi j'aime le cinéma, en fait. Parce que, en fait, vous avez montré en fait, toutes les problématiques, mais vous les avez distillées par parcimonie, que ce soit les inondations, les problèmes... par exemple, la prostitution qui est juste dit en une phrase. Et c'est ce qu'on retrouve aussi dans les autres films. Donc, merci au Forum d'avoir montré les autres films juste avant, parce que du coup, on comprend aussi, on comprend votre art, et merci pour ça. Et on parlait de la langue, et c'est vrai que aussi, ça m'avait interloqué dans les prières de Delphine aussi, où on voit cette mixité de langues, et c'est vraiment super intéressant. Et de questionner en fait toutes les questions de société. On parlait des élections par exemple juste avant, et même la manière de filmer. À un moment, il y a les questionnements du petit-fils sur la grand-mère et la mère de la grand-mère. Et il y a un moment, un focus sur les photos familiaux. Et je m'en rappelle que dans les prières de Delphine, à la fin, quand elle parle je ne veux pas dire la fin, mais quand elle parle de sa mère aussi, il y a un focus sur les photos de sa mère. Et on retrouve en fait plein de choses distillées. Et c'est juste un commentaire, et merci. Il y a vraiment beaucoup de sensibilité dans votre art, et voilà, merci. Merci beaucoup. Y a-t-il d'autres questions? Est-ce que, Rosine, vous vouliez ajouter quelque chose ou... Je vous avoue, j'ai envie de me taire un peu parce que j'ai trop parlé. Et
je suis juste... j'ai envie de remercier Antoine Kay, qui est mon distributeur ici en France. Merci Antoine, merci pour le travail que tu fais. C'est voilà. Si vous arrivez à voir mon travail aujourd'hui, c'est grâce à lui. Est-ce que vous pouvez l'applaudir? Et merci au Forum des Images. C'est la première fois qu'en France, mon travail est vraiment montré. Et c'était important pour moi parce que la France a traversé mon enfance par son cinéma, par son histoire coloniale. Et j'avais envie que les gens se confrontent en France à ce que les jeunes Camerounais pensent aujourd'hui. Et merci au Forum des Images de permettre ça, parce que je pense que la France a besoin de ça aujourd'hui, pour se renouveler, pour se réinventer. Et merci beaucoup pour ça, parce que dans ces lieux que vous avez vus, les gens pensent. C'est pas une pensée comme la France l'imagine. C'est pas une pensée structurée comme la France l'imagine, mais c'est une pensée. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, elles se valent. Merci beaucoup.